les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires d'hommes et de femmes, et parfois les deux à la fois. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine va nous raconter ces femmes qui ont décidé de prendre tous les défauts des hommes au point de les battre. Eh oui, et figurez-vous que en lisant quelques éléments de la biographie du peintre Greuze, vous voyez ce peintre Greuze qui pourtant peint de touchantes scènes familiales, eh ben, j'ai découvert qu'il était marié à une vraie mégère et qu'il était un mari battu. Alors d'abord, savez-vous ce que c'est qu'une mégère? Mégère, c'est vraiment un terme d'homme pour désigner une femme qu'il juge insupportable. On peut dire aussi une pigrièche, c'est un mot tout aussi sympathique. En fait, c'est le mot que Shakespeare a utilisé pour une de ses pièces. La mégère apprivoisée. Exactement. Et ben le mot mégère, ça vient de la mythologie grecque. C'est une des trois divinités de la haine et de la vengeance, celle que les Grecs appellent les Érinies et que les Romains appellent les Furies. Ça vous dit quelque chose? Mégères ou Furies, elles sont très mauvais poil parce que leur père Ouranos, juste après que son fils Chronos lui eut violemment tranché le sexe pour s'en libérer, vous voyez, donc je sais pas si vous suivez toujours. Donc les Furies et les Érinies, oui, elles sont un petit peu énervées. Mais revenons à Greuze. Alors Greuze, il avait une toute jeune femme qui le trompait beaucoup avec ses élèves à lui et qui le frappait. Et on le sait parce qu'on a le témoignage de Diderot qui un jour se rendait chez Greuze et il entend sa femme qui lui administre des paires de claques. Et il semble même que sa délicieuse épouse ait tenté de le tuer en lui cassant un pot de chambre sur la tête pendant son sommeil. Elle jouait. Donc elle lui volait des gravures, elle les vendait en cachette à des marchands et des amateurs peu scrupuleux. Ah non, c'était vraiment un sacré mariage. Là, c'est une belle mégère. Autre célébrité battue, on a du mal à le croire, Byron. Non. Quand Byron, pourtant c'était plutôt lui le playboy qui avait l'embarras du choix, mais quand il s'installe à Venise en 1816, il a entre autres maîtresse une certaine Margarita Cogni, donc un nom plutôt prédestiné, une véritable mégère, jalouse comme une teigne, et elle lui administrait des châtiments au public, à Byron. Et bien sûr, une autre mégère... Mais il aimait peut-être ça, il y en a... Ah, mais c'est possible, là, bien sûr, je ne dis pas. Ne calquez pas vos vices sur les personnages de l'histoire. Lord Byron était un peu pervers. Oui, c'est vrai. Pour Byron, c'est vrai. Pour Greuze, je pense pas qu'il aimait qu'on lui tape dessus. Alors, il y a une autre mégère célèbre, c'est Louise Collet, la maîtresse de Flaubert. Et elle, j'aurai l'occasion de l'évoquer une autre fois, car vraiment, elle mérite le détour. Querelleuse, violente, l'écrivain Alphonse Karr avait eu le malheur d'évoquer par quelques lignes ironiques son attelage avec Victor Cousin, dont elle avait eu un enfant. Bon, il est vrai que la formule était désobligeante, d'accord. Mais enfin, elle vint lui planter un couteau de cuisine entre les omoplates. Heureusement, la lame a glissé, ils sont étirés. Mais enfin, elle aussi, elle avait le sang chaud. Alors, j'ai lu pour vous, messieurs, Marie battue, un article passionnant de Victoria Vanneau sur l'inversion des rôles conjugaux. Et elle fait remarquer que si depuis des siècles on considère que l'homme a le droit de battre sa femme, elle parle même d'une jurisprudence de la brutalité qui s'est maintenue en droit jusqu'au règne de François Ier. En revanche, le fait pour un mari de subir des mauvais traitements de sa femme est considéré comme une faute grave, un délit majeur. C'est un manquement à la condition de masculinité. Le mari battu méritait d'être puni pour avoir laissé flétrir l'honneur de son sexe. Et la peine encourue se nommait la chevauchée. Je vous ai déjà parlé de quelque chose d'équivalent pour les maris impuissants. Ah oui, c'est vrai. Alors on les était condamnés à chevaucher un âne assis dans le mauvais sens. Victoria Vanneau cite la coutume de Senlis en 1375 qui prévoyait la sanction suivante pour les maris battus. Les maris qui se laissent battre par leurs femmes seront contraints et condamnés à chevaucher un âne, le visage par devers la queue du dit âne. Et on est tenu de dénoncer un mari battu, sinon on subit aussi la chevauchée. Il y a aussi l'usage du charivari. Vous êtes porté par vos voisins dans un concert de casseroles et vous subissez une double humiliation, celle d'avoir été maltraité par votre épouse et celle de voir votre humiliation rendue publique. C'est très grave. En 1566, cette cérémonie est subie par 8 maris de la ville de Lyon. C'est une parade joyeuse à laquelle participe toute la ville, en présence des magistrats locaux. Alors que la faute de ces maris, raconte un certain Testefort, il y en a un qui a été battu à coups de bâton,
ou à coups de cuillère en bois, ou de pieds de chevalet. Il y en a un qui s'est fait envoyer à la figure une fricassée de tripes, d'autres qui se sont fait envoyer des cailloux par leurs femmes. Hein. Par ailleurs, il y a une joyeuse compagnie qui conduisait un chariot où il y avoit une femme qui batoie son mari, lui baillant grand coup de pied au génitoire et après grand coup de pierre. Alors là, lui, il a fait la chevauchée charivari et tout le toutim. À la fin de son ouvrage, l'auteur dénonce ces lâches maris qui contre Testefort, hein, cet auteur du XVIe, il dénonce ces lâches maris qui contre l'ordre de Dieu et devoir de nature se laissent ainsi battre, mutiler et subjuguer par leurs femmes. Ils sont indignes de porter le nom d'homme, nous dit Testefort. Voilà. L'époque est d'ailleurs riche d'adages qui enseignent que la femme se dirige comme un cheval. Tel bon cheval, mauvais cheval, veut l'éperon, bonne femme, mauvaise femme, veut le bâton, hein, nous dit-on. Alors la chevauchée, messieurs, par chance pour vous, disparaît en droit. C'est vous qui racontez tout ça. Oui, parce que si nous, on s'était permis de dire un tiers de ce que vous racontez à l'antenne, mais on serait déjà... C'est ça qui est rigolo. En tout cas, c'est une pratique qui a survécu jusqu'au tout début du XXe siècle. Eh bien, concluons par cet adage turc qui nous dit que lorsque la violence entre dans la maison, l'ordre et la justice s'en vont par la cheminée. C'est écoutez, bon, mais Erdogan devrait méditer c'est tout ce que j'ai trouvé. Merci beaucoup, Clémentine.